Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons dans cette nouvelle émission réfléchir avec vous sur la place, le rôle de la culture juive, sur les enseignements, sur la formation d'un nouveau leadership pour les leaders de demain, bien sûr dans le cadre du SNEJ, de l'Alliance israélite universelle, et bien sûr l'actualité de l'exposition à Lima des Juifs en terre d'islam. Et pour parler de tous ces points et pour les développer, j'ai le plaisir de recevoir notre ami le professeur Ariel Danan. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors Ariel Danan, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur culturel universitaire de l'Alliance israélite universelle. Vous êtes à ce titre aussi responsable de la communication, docteur en histoire, spécialiste des Juifs en Afrique du Nord et en France. Vous avez d'ailleurs publié votre thèse Les Juifs de France et Israël aux éditions Champion. Les auditeurs d'ailleurs vous connaissent déjà sur Radio J en écoutant vos chroniques sur les grands maîtres, le sionisme et l'actualité de l'Alliance israélite universelle. Alors, Ariel Danan, notre époque semble propice à une réflexion sur la place de la culture dans le judaïsme français. Ariel Danan, pensez-vous que le judaïsme demeure aujourd'hui sur le plan culturel, créatif, pluraliste, ouvert, loin de tout dogmatisme sectaire, loin de toute exclusion ? Alors Rafi, je vais vous répondre un peu différemment pour commencer, en vous disant que même au-delà du judaïsme, après 2 ans de pandémie, nous avons vu finalement combien la culture qui dans nos sociétés contemporaines était dévalorisée. Les gens n'avaient plus le temps de se cultiver, n'avaient plus le temps de lire. Nous sommes à l'ère du zapping et de l'information immédiate sans prendre le temps de réfléchir. Eh bien, après 2 ans de pandémie, nous avons vu combien la culture pouvait nous apporter, combien la culture avait été importante pendant les différents confinements lorsque les gens étaient enfermés chez eux et ne pouvaient plus sortir, n'étaient plus en lien avec leurs amis. Et je pense que justement, il faut construire sur ces acquis. C'est peut-être la seule conséquence positive de toute cette crise sanitaire. C'est redonner la place qui est due à la culture. Alors particulièrement en France, évidemment, là où nous nous trouvons. Mais je dois dire que pour ce qui concerne le judaïsme français, toutes les initiatives que j'ai vues fleurir depuis 2 ans, alors au niveau de l'Alliance évidemment pour ce qui me concerne, mais bien au-delà dans toutes les institutions juives françaises et même à l'international, tous les programmes culturels qui ont été développés ont montré justement qu'il y avait une place extrêmement importante pour la culture au sein du judaïsme français. Et peut-être que ce qui s'est révélé également, c'est que par la visioconférence, nous avions plus de liens avec l'international. Je pense que si je dois parler sans tabou, comme me l'indique votre émission, la France, les Juifs de France ont toujours eu tendance à ne pas voir ce qui se passait à l'international. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, y compris dans le monde francophone israélien. Il y avait des liens qui étaient souvent distendus. Et je pense que depuis 2 ans, nous avons réussi à construire quelque chose de différent, justement en donnant une place, en n'étant pas, comme vous le dites, ni dogmatique, ni renfermé sur nous-mêmes, et en nous ouvrant vraiment à l'international, et je ne peux que m'en réjouir. Alors, ça, c'est une analyse que vous faites, mais la pandémie, bien sûr, la pandémie a changé nos méthodes de travail, nos relations familiales, nos relations sociales, nos habitudes, mais Comment vous percevez cet effet boomerang de dire ça nous a permis, quand la cavale est tava, ça nous a permis de revenir à la culture? Oui, cela nous a permis de revenir à la culture, d'étudier sous des formes différentes. C'est tout simple. Il y a des tas d'endroits en Israël où j'aurais eu très envie d'étudier, mais où je ne pouvais pas le faire vivant en France. Toutes ces yeshivot, tous ces cours, maintenant développent des programmes en visioconférence. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu accès à une culture à laquelle je n'avais pas accès avant la pandémie. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Alors, vous pensez donc dans le droit fil de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous pensez que toutes les portes, des portes de toutes les institutions juives, sans exclusive, doivent être largement ouvertes à toutes les dimensions de la vie juive? Ah, et de manière évidente, enfin ce n'est même pas une question, Rafi, c'est l'évidence même. Nous devons nous ouvrir à tous les types de cultures, nous devons parler en tant qu'institution juive, et là je prends ma casquette vraiment Alliance israélite universelle, nous devons parler de toutes les cultures juives, à tous les
public, juifs et non juifs. Il n'y a absolument aucune exclusive. Nous devons nous ouvrir et être intelligibles pour toutes les formes de public, que ce soit les enfants, les adultes, les étudiants, juifs, non juifs. Il faut concevoir des programmes qui soient adaptés à chacun de ces publics, parce qu'on ne parle pas de la même manière selon qu'on s'adresse de manière évidente à un enfant ou à un adulte. Mais en tout cas, il faut absolument développer des programmes pour tous. Oui, mais il faut maintenir les portes, pas simplement à des contenus. Mais je veux dire, est-ce que nous devons maintenir les portes ouvertes de nos institutions à toutes les autres institutions ? Ah oui, moi j'en suis persuadé. Quelle que soit la sensibilité, quelle que soit leur... Alors il y a toujours évidemment des problèmes, et effectivement on ne va pas ouvrir nos institutions à des pensées politiques extrémistes. Non, je parle des institutions de la communauté juive. Ah oui, sans aucun problème. Il faut que nous arrivions, je pense aussi que c'est l'une des réflexions liées à la pandémie, il faut que nous arrivions à travailler ensemble et à ne pas disperser nos forces, justement pour être plus efficaces au vu des enjeux de la communauté qui sont extrêmement importants. Alors voilà, donc on a l'habitude de penser que les grands lieux culturels répondent en général, ce qu'on dit depuis des années, à une triple pluralité, c'est-à-dire une pluralité des contenus, pluralité des publics et pluralité des intervenants. Est-ce que cette dimension-là doit être maintenue dans tous les lieux ? Oui, bien sûr, parce que même si nous devons tous parler à tous les types de publics, nous voyons aussi, quand on fait finalement un catalogue de toutes les activités culturelles qu'il y a en France et plus particulièrement à Paris, nous voyons aussi que nous nous complétons très bien. Et que chacune des institutions a réussi à conquérir un public qui lui est dévoué, parce que nous avons, malgré tout, même si nous sommes ouverts, même si nous travaillons quelquefois en synergie, nous avons nos particularités, et ainsi nous arrivons à répondre à toutes les demandes du public qui sont extrêmement diverses. Est-ce que la culture permet aussi d'avoir des relations, disons, ouvertes avec tous les milieux, je veux dire les milieux orthodoxes, le milieu du judaïsme libéral? Est-ce que c'est cette passerelle qui nous permet de maintenir un judaïsme ouvert et en tout cas pluriel et unitaire? Je vais vous dire, Rafi, je dois dire que ces derniers temps, j'en ai marre des étiquettes. Orthodoxes, libéraux. Moi, personnellement, j'essaie juste d'être juif. C'est pas tous les jours facile et ça me suffit amplement. Mais comment vous expliquez que certains le pensent? Il faudra le leur demander. Très bien. Alors, diriez-vous que la culture juive, dans ce cas-là, ne saurait vivre et s'épanouir dans la culture, dans la méfiance? Parce que c'est ce que vous exprimez. Faut-il continuer à encourager, donc, dans un autre domaine, les jeunes talents, les jeunes créateurs? Est-ce que c'est une responsabilité que vous assumez? On va parler, pour rebondir, sur la formation du leadership et le contenu du SNEJ. Expliquez-nous. Oui, je pense que c'est important. La communauté, et particulièrement les institutions de la communauté, font tous ce même constat, qui est d'un vieillissement des cadres. Et notamment d'un vieillissement des cadres bénévoles. Alors qui est lié à peut-être un manque de vocation, également le fait que beaucoup de jeunes, ou en tout cas certains jeunes qui auraient pu s'investir au sein de la communauté, sont partis en Israël ou ailleurs. Et donc c'est peut-être le vrai enjeu de ces prochaines années, c'est assurer cette relève. Et pour assurer cette relève, il faut donner envie aux jeunes de s'investir dans la communauté. Alors c'est effectivement ce que nous faisons dans le cadre de la section normale des études juives de l'Alliance, nous allons y revenir, mais de manière générale, je pense que c'est une problématique qui est rencontrée par toutes les institutions juives, et j'ai l'impression également qu'il y a une crise des vocations associatives en France de manière générale. Et c'est à cela qu'il faut répondre, et je pense que le judaïsme a quelque chose à dire là-dessus. Parce que finalement, les jeunes juifs, nous les invitons à l'Alliance évidemment à s'investir au sein des institutions. C'est le plus naturel, c'est ce qui nous paraît le plus naturel. Mais des conversations que nous avons eues par exemple avec le grand Rabbin Chaim Corsia lors de la séance inaugurale du SNEJ, ou avec Jonathan Arfi qui est vice-président du CRIF et qui est le parrain de la section leadership du SNEJ cette année, nous nous sommes dit que finalement, en tant que juifs, nous avons une manière de nous engager qui est propre à nous et qui va même au-delà des institutions juives. Lorsque l'on s'engage pour l'écologie, pour le développement durable, pour l'aide aux personnes démunies, je ne sais pas, toutes les grandes thématiques associatives françaises ou européennes, eh bien, il y a peut-être une manière de s'engager en tant que juif, et c'est ça
que nous devons montrer. Vous affirmez que le judaïsme a toujours quelque chose à dire dans toutes ces dimensions. Ah bah encore heureux, évidemment. Non, je veux dire que pour certains, l'écologie ou le climat, etc., c'est loin de leurs préoccupations. Est-ce que vous partagez la réflexion qui souligne que cette nouvelle vision que vous venez de nous expliquer serait fondée sur une idée, je dirais une idée force, qui nous rassemble, c'est-à-dire la culture juive unifie et la culture juive fédère? Oui, la culture juive fédère, au-delà, le judaïsme fédère, et je pense que nous avons des choses à dire en tant que juifs sur toutes les grandes questions de société. Et effectivement, il y a des personnalités aujourd'hui qui le font et extrêmement bien au sein du judaïsme français. Et c'est en cela que nous devons inviter les jeunes à s'investir, parce que en tant que juifs, ils ont quelque chose à dire, y compris sur des sujets qui vont bien au-delà de la communauté juive et de ses institutions. C'est-à-dire le judaïsme a encore quelque chose à dire à la société, à la cité. Oui, évidemment. Pas simplement sur le plan politique, sur le plan de la culture, sur le plan des valeurs, sur le plan... Comme on poserait la question aux hommes de foi, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Moi, j'en suis intimement persuadé, même si on ne les entend pas souvent ou suffisamment, mais je pense que nous avons quelque chose à dire en tant que juifs, en tant qu'hommes de foi, simplement parce que nous sommes citoyens français, et qu'en tant que citoyens, nous avons le droit, comme tous les autres, à la parole, à exprimer notre avis, et encore une fois, je pense que oui, le judaïsme a quelque chose à apporter à la société française. J'entends bien, c'est-à-dire le judaïsme, selon vous, fédère les intelligences. Vous nous parlez de l'exemple du SNEJ. Tout le monde sait, c'est un groupe de jeunes qui se rassemblent pour des enseignements. Vous avez reçu dans le cadre du SNEJ toutes les personnalités de la communauté, David de Rothschild, Éric de Rothschild, le président du CRIF. Pourquoi ce besoin de faire connaître, et vous êtes une des rares institutions qui font connaître les principaux dirigeants à cette nouvelle génération. C'est utile? Alors, je vais vous dire, l'Alliance israélite universelle, évidemment, c'est un réseau scolaire, s'adresse par ces 4 écoles à un public scolaire. Il y a la bibliothèque, les activités universitaires qui s'adressent à un public adulte. Et puis, il y a le SNEJ qui remplit ce vide entre les élèves et les adultes. Et nous, notre vocation au SNEJ est double. La première vocation, c'est de présenter aux étudiants qui s'inscrivent pour leur cursus de 2 ans toutes les facettes de la culture juive. En histoire, en limoud, en études de la Bible, du Talmud, en philosophie, en littérature, y compris en cinéma et en musique. Tous ces sujets sont importants et sont présentés par des cycles de cours. Et puis la réflexion que nous avons à l'Alliance israélite universelle en ce moment, avec la directrice générale Dvorah Serao et avec Sandra Jérusalemi qui coordonne le programme du SNEJ, c'est que nous voulons donner envie, encore une fois, aux jeunes de s'investir, aux jeunes de devenir les futurs leaders de la communauté. Et ça, la nécessité pour cela, c'est de leur donner envie, mais pour leur donner envie, il faut déjà qu'ils connaissent ce qui existe. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, nous leur avions fait rencontrer, grâce à vous, tous les principaux dirigeants de la communauté organisée, de toutes les institutions. Et parce que si nous voulons qu'ils s'investissent, il faut qu'ils connaissent les arcanes de ces institutions et qu'ils soient capables à la fois de les comprendre, de leur apporter quelque chose et de réfléchir justement peut-être à ce qu'il manque dans nos institutions et qu'ils auraient envie de développer par eux-mêmes. Alors ces jeunes-là, le lendemain, comment les retrouve-t-on sur le terrain ? Alors, on les retrouve sur le terrain, je ne citerai pas de nom évidemment, mais il y a beaucoup de nouveaux cadres de la communauté qui, en tant qu'enseignants, en tant que cadres bénévoles, en tant que militants, ont été élèves du SNEJ. Finalement, le SNEJ est là pour allumer la petite lumière qui va les pousser à s'investir dans la communauté. Encore une fois, on n'est pas là pour savoir comment ils vont le réaliser. L'important, c'est qu'ils s'investissent et eux-mêmes trouveront la meilleure manière de le faire. Et certains d'entre eux découvrent leur propre identité ? Bien sûr. Ça veut dire que, diriez-vous que une authentique culture juive ne devrait pas avoir peur des différences, des divergences, des débats, et que c'est là le meilleur de nos forces créatrices ? Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui ressort dans la tradition juive à de multiples exemples. L'un des exemples les plus célèbres est toujours de dire, selon l'adage rabbinique, que la Torah a 70 facettes. Je pense effectivement que nous devons laisser la place à toutes les interprétations et se montrer extrêmement modestes. Nous n'avons pas la vérité absolue et nous devons écouter la personne qui est en face de nous. Mais tous ces jeunes, comment arrivent-ils au SNEJ ?
Eh bien, je vais vous dire Parce quelque que chose. quand on voit le pédigré, c'est des jeunes qui ne sont touchés par aucune institution. Justement, c'est ce qui, moi, personnellement, me remplit de fierté, c'est par le bouche à oreille. C'est parce que nous avons toujours environ la moitié des étudiants, lorsqu'ils sont reçus par la coordinatrice Sandra Jérusalemi, on leur demande « mais pourquoi ? Comment avez-vous entendu parler du SNEJ ?» Et la réponse la plus évidente pour eux, c'est de dire « j'ai un ami qui a fait le SNEJ l'année dernière et qui m'en a dit le plus grand bien ». Et ça, c'est notre plus grande fierté. Mais votre fierté aussi, c'est d'avoir une collaboratrice qui coordonne le SNEJ, Sandra Jérusalemi, dont le travail remarquable qui est fait sur le terrain est à saluer. Mais elle aussi reflète cette idée du pluralisme de la communauté, de l'implication de la communauté elle-même. Et ce côté militant de Sandra Jérusalemi se reporte sur les étudiants du SNEJ. Bien sûr, parce que vous savez, lorsque l'on travaille dans une institution juive, on est tous un peu militants. Nous ne sommes pas juste des professionnels, cela va bien au-delà. Notre engagement à tous Pas est toujours... de simples salariés. Non, on ne peut pas être de simples salariés quand on travaille dans une organisation juive, en tout cas pas selon ma conception de l'engagement. Vous croyez à ça ? Totalement. Alors donc, mais Ariel Danon, l'objectif de votre département et du SNEJ répond à ces préoccupations, je comprends, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations religieuses, d'intégration, de républicaine? Est-ce que tout cela est mis, toutes ces dimensions sont mises sur la table avec les étudiants du SNEJ? Oui, mais bien au-delà du SNEJ, c'est finalement le travail entrepris par l'Alliance depuis 150 ans, 160 ans, pardon, et toujours aujourd'hui dans nos écoles par exemple. C'est un attachement totalement égal à la fois à la tradition de la Torah et à la République. C'est notre histoire, c'est l'ADN de l'Alliance, c'est ce que nous défendons au quotidien, y compris dans nos écoles, au SNEJ et dans le cadre de nos activités culturelles ou même à la bibliothèque. Et c'est vraiment ça qui fait, à mon avis, la particularité et la fierté d'une institution comme l'Alliance. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas votre optimisme? J'essaye toujours d'être optimiste. Je pense que le rôle d'un juif est d'être optimiste, malgré tout. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Ariel Danon, que au moment où on se parle, se déroule depuis quelques semaines une importante exposition à l'Institut du monde arabe sur les Juifs en terre d'islam. Et nous sommes nombreux, et vous aussi, à saluer cette initiative. Votre réflexion en tant qu'historien? Alors, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas encore vu cette exposition. Je dois y aller d'ici quelques jours et je suis impatient de la découvrir. D'autre part, le fait même que l'Institut du monde arabe consacre une exposition aux Juifs est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, il y a quelques années, Rafi, lorsque vous aviez organisé à l'Institut du monde arabe une table ronde avec l'historien Mohamed Kenbib et moi-même, il y a quelques années. Finalement, l'exposition a mis un peu plus de temps à se mettre en place, mais elle est enfin là. C'est un triptyque. Il y a eu, il y a pas longtemps, une exposition sur les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, c'est le tour des Juifs. Le fait même que l'Institut du monde arabe organise une telle exposition est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'il faut saluer. Il n'y a absolument pas le moindre doute là-dessus. Bien au contraire, surtout lorsqu'on voit les spécialistes qui font partie du conseil scientifique, c'est indéniablement une très belle réussite. Je dois dire que, par exemple, la bibliothèque de l'Alliance a donné des pièces extrêmement précieuses pour cette exposition, et le nombre de partenariats muséographiques qu'a réalisé l'Institut du monde arabe pour cette exposition est en soi à saluer, y compris avec des institutions israéliennes, ce qui n'allait peut-être pas de soi à l'origine. Donc c'est un projet absolument magnifique. Le fait qu'Emmanuel Macron, le président de la République, soit allé à l'inauguration de cette exposition et ait délivré un message fort à ce sujet est aussi extrêmement important. Après, de manière générale, si l'on prend un peu de hauteur sur finalement la manière dont on écrit l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, je pense qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de considérer que, pour le dire un peu rapidement, je dirais qu'il ne faut pas écrire l'histoire avec des lunettes roses. La vie des Juifs en Afrique du Nord n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été comme cela pendant des siècles et des siècles, une merveilleuse entente entre toutes les communautés, et
même si certains ont la nostalgie de leur passé en Afrique du Nord, les historiens sont obligés de voir que ça n'a pas toujours été aussi simple. Il y a eu des périodes extrêmement heureuses, y compris pas seulement en Afrique du Nord, y compris au Moyen-Orient, y compris dans l'Espagne musulmane du Moyen-Âge. Il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles, y compris des périodes de massacres. On peut parler du massacre à l'époque des Almohades, on peut parler du Tritel de Fès en 1912. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que tout n'était pas simple et qu'il y a eu des moments de grande violence et de grande souffrance. Pour autant, il ne faut pas aussi considérer, écrire l'histoire, une histoire lacrymale, disant que les Juifs n'ont pas arrêté de souffrir en Afrique du Nord. Je crois que toute la difficulté pour un historien, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas de réponse simple. Et il y a plusieurs spécialistes, Ariel Danan, demeurent très méfiants face à cette exposition pour des raisons diverses. Selon les critères d'orientation, certains disent que c'est incomplet, profondément idéologique. Moi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a choqué, c'est que on voit, il y a des photos où on voit des Juifs yéménites qui partent en exil, qui quittent leur pays, et 2 ou 3 mètres plus haut, il y a une photo où on voit des Palestiniens exilés, comme si c'était 2 situations identiques. Et ça aussi, ça pose un problème idéologique. Donc il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Par contre, qu'est-ce que vous répondez à ces spécialistes, à part que c'est très important ce que vous avez dit, qu'il faut l'exposition, il faut rendre hommage à Lima, etc. Mais quand vous arrivez à l'entrée de l'Institut du monde arabe, qui est l'institut de la République française, qui n'est pas un institut qui appartient à la Ligue arabe, c'est un institut qui appartient à la République française. À l'entrée sur la carte du Proche-Orient, le mot Israël n'existe pas. Alors, je vais vous dire, encore une fois, je n'ai pas vu l'exposition, donc je ne veux pas en parler parce que il faut que je la voie. Au sujet de la carte à l'entrée de l'Institut du monde arabe, je crois que c'est une question qui se pose depuis extrêmement longtemps, et évidemment, je trouve ça profondément scandaleux. Après, au-delà de l'exposition, parce que l'exposition ne vient pas de nulle part, etc., c'est vrai qu'il y a un courant historiographique qui a tendance à dire que finalement, les Juifs et musulmans ont vécu dans une merveilleuse cohabitation jusqu'à ce qu'arrive, alors selon les thèses, soit l'influence européenne, les puissances européennes qui ont colonisé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au XIXe siècle, soit que ce serait le sionisme qui aurait mis à mal cette entente entre juifs et musulmans. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Shmuel Trigano et Georges Ben... Juste ça, c'est évidemment faux. C'est un mensonge. Est-ce que vous seriez d'accord avec Georges Bensoussan, qui est exclu, et Shmuel Trigano pour dire que ces juifs-là, qui représentent à peu près 800 000 juifs, etc., sont des réfugiés ? Alors, j'ai toujours des difficultés à dire cela parce que cela sous-entend un propos politique. J'essaye juste d'être historien. Il y a d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi pour juger de l'impact politique. J'ai beaucoup travaillé avec Georges. C'est pas un manque de courage, ça? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est simplement que chacun doit rester à sa place. Après, c'est pas votre place d'historien de révéler la vérité? Totalement, la vérité historique. Et je suis extrêmement proche de Georges Bensoussan. Ça, c'est pas une vérité historique? J'ai travaillé avec lui pendant 1 an. J'ai fait des chroniques sur cette radio pendant 1 an avec Georges Bensoussan. J'admire énormément son travail d'historien, et je pense justement qu'il faut faire preuve de nuance et qu'il n'y a pas de réponse simple, et que la situation des Juifs du Yémen est totalement différente de celle des Juifs du Maroc ou d'Algérie. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, et il faut avoir le courage de proposer des réponses complexes en essayant de ne pas tout simplifier à outrance. Et des réponses justes, correspondant à l'histoire. Évidemment. Pas des zones où on oublie un peu la réalité. Vous avez raison de ne pas comparer le Moyen-Orient avec l'Afrique du Nord, parce qu'il y a eu quand même des situations où on peut dire que les Juifs ont vécu heureux pendant quelques années, heureux entre guillemets. Mais cette exposition, Ariel Danan, nous donne l'impression que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, partout. Alors écoutez, encore une fois, je n'ai pas vu... Et on ne voit pas l'apport des Juifs dans ces pays-là. Alors je pense, effectivement, si c'est ce que vous me dites est là, c'est peut-être au-delà de cette exposition. Je pense que quand on écrit l'histoire des Juifs de manière générale, on n'est pas là pour faire l'histoire de l'antisémitisme.
ou l'histoire des antisémites. Nous sommes là pour montrer ce que les Juifs ont réussi à faire dans des conditions souvent difficiles, quelquefois dramatiques. Et là, je vais bien au-delà de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en revenant toujours à la notion si chère à Boris Cyrulnik. Ce qui m'impressionne toujours dans l'histoire du peuple juif, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, c'est la capacité de résilience que toutes ces communautés ont eue malgré les difficultés. Merci Ariel Danan, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera très rapidement sur les ondes de Radio J.